Salut les Jujiteros, bienvenue pour le 10e épisode de Naturocast. On va parler dans ce 10e épisode de compétition de Jiu-Jitsu, de pesticides sur la salade, de qu'est-ce que tu veux vraiment dans la vie. On va répondre à vos questions, bref, très dense. Prepara, combattez. Alors Nico, comment ça va depuis la dernière fois? Bah écoute, comme je te disais avant, en pleine période d'examen, donc ça va bien, c'est intense, je bosse les cours et voilà quoi. Et toi, comment tu vas? Moi je vais très très bien, mais avant qu'on parle de moi, les examens, donc c'est examens dans ton école d'ostéopathie, hein, c'est bien ça, hein? Exactement, ouais. En sachant que c'est vrai que j'avais oublié, mais j'ai aussi en juillet, les examens de naturopathie. Ok. Et là, c'est focus examen d'ostéopathie parce qu'il me reste un mois, un gros mois là, avril, et les partiels mi-mai. Et puis après c'est révision naturopathie, hein. Ouais. Et comment ça se passe les examens ostéopathie? C'est une partie théorique, une partie pratique? Comment ça se passe? Exactement, c'est ça, ouais. Il y a une partie pratique et une partie théorique. Voilà. Donc là, mars, avril et mi-mai, on a 22 examens. Donc tu vois, c'est assez intense. En sachant qu'il y a les partiels, c'est la fin d'année. Donc il y a tout ce qu'on fait depuis le début de l'année à réviser. Donc voilà, un peu d'organisation. C'est vrai que, alors on va peut-être parler de ça, tu vois, mais l'importance d'un plan, moi je sais que j'ai du mal, c'est mon truc, quand l'échéance est assez loin, tu vois, de me mettre au boulot tout de suite en me disant, j'ai tendance à attendre que la pression elle augmente, tu vois, de me dire, putain, dans 2 semaines c'est l'examen. Et je sais que ça peut vite me jouer des tours. Donc ça c'est mon truc, tu vois. Ah, t'attends un peu la dernière minute, c'est ça? Ouais, ouais, je suis le genre de mec qui attend la dernière minute. Et le problème, c'est que c'est un cercle vicieux, quoi. Parce que plus t'attends, plus t'as de pression, et plus t'as de pression, moins tu fais, parce que tu vois que t'as énormément à faire en peu de temps, quoi. Mais ça te permet d'y arriver quand même. Ouais, Bien. Parce que toi, tu as aussi c'est le fait d'être pressé fait que tu vas exprimer, je pense, ton plein potentiel parce que tu as, on va dire, t'as la guillotine qui est suspendue au-dessus de la tête et tu dis, OK, j'ai pas d'autre choix que de donner le meilleur de moi-même. Moi, j'étais un peu comme ça aussi, hein. Dire, OK, tu ouais. attends les derniers moments, même pour des bouquins ou à écrire ou des conférences à préparer. Je sais qu'avec le dernier moment, j'ai la grosse pression, toi, l'adrénaline et autres, et c'est là où vraiment j'ai un gros focus Mhm, et où je suis performant, mais je ne suis pas sûr que sur le long terme, sur un sujet donné, dans le cadre d'un apprentissage, ce soit pertinent. Mais comme tu le disais, ça peut être aussi un cercle vicieux mhm. sur le long terme, parce que disons que tu t'habitues à toujours agir au dernier moment, et derrière, tu réussis. Ouais, Et parce que tu réussis en ayant agi au dernier moment, tu dis, eh ben, pour la fois suivante, ben, c'est bon, la dernière fois, je me suis pris au dernier moment, ça a marché, donc je vais reproduire ça. Et tu reproduis. Et ça, c'est intéressant ce que tu dis, puisque moi, je rencontre ça avec les clients dans l'alimentation, et particulièrement chez les gars et les filles qui doivent perdre du poids pour les combats, tu vois, qui vont peut-être attendre le dernier moment pour faire ça bien. Donc, je veux dire, ils vont tout miser sur les 15 derniers jours, plutôt que d'avoir une approche long terme où tu fais un déficit calorique progressif et où c'est moins strict, pas moins sévère dans la restriction, pour que ben, justement au dernier moment, tu aies plus d'énergie disponible et que tu sois plus relax au niveau mental vis-à-vis de cette diète. Mais comme les gens, ils vont se dire, bah non, on va attendre le dernier moment, on va couper la bouffe, on va plus rien manger, on va plus rien boire. Et donc, les gars, bah oui, ils vont perdre de poids à un moment donné, tu vois, tellement c'est restrictif. Ils se mettent dans un état minable. Mais derrière, un, ils font le poids. Et deux, comme ça reste quand même des athlètes qui font, enfin des athlètes ou même des sportifs qui font ça quand même depuis un certain nombre d'années, ils ont un bagage technique. mhm. Et même si tu es fatigué, tu as ce bagage technique. Et donc, le jour de la compétition, il y en a qui vont être à la fois au poids et gagner. Et parce qu'ils sont au poids et qu'ils gagnent, et ben en fait, leur schéma
le schéma qu'ils ont mis en place de restrictions drastiques au dernier moment, qui n'est pas forcément bénéfique pour la santé de long Mhm. terme, mais comme ça c'est validé par eux, mais ça marche, ça a marché jusque-là, donc ça marchera après. Et ils reproduisent ça. Seulement, ben, on sait que sur le long terme, ça joue des tours au niveau, à certains niveaux physiologiques, surtout sur la santé thyroïdienne, par exemple. Et j'ai pu rencontrer des gens qui, au fur et à mesure des années, au fil des années, se rendaient compte que ben, plus ça allait, plus c'était difficile de perdre le poids, que ben, une fois qu'ils avaient perdu le poids, ben, ils reprenaient plus vite. Tu vois? Donc, Ouais. et ils accentuaient cet effet yo-yo. Donc, à la fois, ils partaient à chaque fois de plus haut, ils devaient faire encore plus d'efforts, ils étaient plus fatigués. Et que, ben, au fur et à mesure, ben, les résultats, eux, par contre, en compétition, se trouvaient amoindris. Donc, ça me faisait penser à ça, cette façon d'agir au dernier moment. Ouais, bah oui. Bah, c'est ça, hein. Et puis, moi, je sais que pareil pour la dernière compète, notamment, pareil, j'ai tendance à me prendre au dernier moment. Mais du coup, bah, je me suis fait rouler dessus, quoi. Parce que j'ai perdu du poids rapidement. Et du coup, j'avais plus de jus, j'ai pas eu de jus, tu sais, de la niaque le matin de la compétition. Et puis voilà. Bon, l'idée, c'est avec cette leçon-là, tu vois, c'est est-ce que je vais reproduire la même chose la prochaine fois ou pas? Si je reproduis la même chose, c'est débile, quoi. Ah bah oui. Mais ça, tu vois, ce que tu décris, c'est vraiment ben, là-dessus que j'axe on va dire, ma pub, hein, en direction principalement des pratiquants de jiu-jitsu débutants ou débutants en compétition, hein. On peut débuter la compétition en ceinture violette, même marron, hein. Mhm. Euh, avec les gens qui vont principalement bah, se dire, OK, bah, je dois être au poids, bah, il me reste 2 kilos, je m'y prends dernière minute. Et on le fait d'une certaine façon qui va nous fatiguer parce que notre corps n'a pas l'habitude. On va peut-être pas être, comment dire, précis dans ce qu'on fait parce qu'on n'a pas tous les outils. Et du coup, ben, ça, tu cumules le stress, le déplacement jusqu'à la compétition, peut-être un peu de manque de sommeil, les fausses croyances qu'il faut s'entraîner à donf la semaine avant la compétition. Et tu t'épuises et puis tu arrives à ça, tu rajoutes un peu soit des études, soit du boulot, soit des gamins. Et puis tu arrives éclaté à la compétition et tu te fais éclater parce que tu tombes sur un gars qui, lui, était relativement facilement au poids, qui a peut-être pas les mêmes stress environnementaux, les mêmes contraintes. Et donc, ben voilà, il gagne ça. Puis après, il y a toujours le facteur en compétition qu'on ne maîtrise pas, c'est la qualité technique de l'adversaire, tu vois, parce que on a beau être au poids, avoir le même âge, avoir la même ceinture et le même temps de pratique, ben, que tu sois bleu avec toutes ces caractéristiques, mais que tu t'entraînes 2 fois par semaine, et ceinture bleue, comme on peut rencontrer maintenant, qui s'entraîne 5 à 6 à 7 fois par semaine, eh ben, Hmm. il y aura une grosse différence aussi au niveau du résultat. Ouais, clairement. Et ça m'a fait prendre conscience d'un truc. Alors, j'imagine que tu connais Thomas Louberson. Oui? Lui, dans ses... Alors, j'ai pas encore participé à un de ses stages, mais tu sais, il met beaucoup d'extraits vidéo et il part de la pyramide de la performance. Euh, et en fait, à la base de la pyramide, il n'y a pas la technique, mais c'est le mindset, le mental, tu vois. Et il dit que, en gros, euh, tu peux avoir à un moment donné un défaut de technique dans le combat, mais si tu as la mentale et que tu as envie de tout arracher, tu vois, ça passe. Ou alors pas au très très haut niveau, ou si tu fais une grosse erreur, ça peut te coûter cher. Mais par contre, si t'as un défaut de mentalité, si t'as un défaut de mental, là c'est fini, tu vois. Et je sais que bah moi, ma compète à Strasbourg, à l'Open de Strasbourg, c'était ça. J'avais pas la mentale, j'avais pas cette hargne le matin. Et c'est là où c'est important l'intérêt de prendre soin de son énergie, tu vois. Et parce que la mentale, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais c'est principalement parce que t'as de l'énergie disponible que tu peux utiliser et où t'as envie de tout arracher, tu vois? Oui, ça, je peux comprendre, oui, tout à fait, hein. Tu as de l'énergie disponible pour ta capacité voilà, cérébrale à percuter là-dessus.
Mais il y a aussi, au niveau de la compétition, le, pas le terme de préparation mentale, mais de conditionnement mental, tu vois. Mm, Et là, on va parler vraiment spécifique à la compétition, ou même pour un autre sujet. Mais par exemple, disons que en compétition, et pour préparer ta compétition, lors des entraînements, imagine-toi, tu fais les combats, quelqu'un passe ta garde, et tu sais, en compétition, pour marquer les points, il faut qu'une fois qu'il ait passé la garde, il stabilise. Donc toi, imagine, tu es en dessous. Si tu baisses les bras juste parce qu'il a passé la garde mm. et que l'adversaire s'est mis en contrôle latéral, eh ben voilà, l'autre va marquer les points. Ok, ah ben il est passé, il s'est mis sur moi, c'est fini. Par contre, si tu te conditionnes en te disant, il passe la garde, il va se poser sur moi, certes, mais on sait qu'il faut qu'il ait 3 secondes de stabilisation pour Mm. marquer les points. Si tu sais, il est passé, tu sais que pendant tu n'as pas 3 secondes pour pousser, 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 te déhancher, sortir, faire en sorte qu'il ne stabilise pas et qu'il puisse marquer les points. Eh ben, il marquera peut-être un avantage, mais il n'aura pas les points. Et en fait, ça va changer tout le déroulement du combat, enfin, du match, puisque une fois qu'il est posé, ben, ça va lui ouvrir toute une gamme d'opportunités, et toi, ben, ça va te restreindre. Tandis que si tu t'es battu, 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 bien sûr, il faut cette énergie disponible physique hein, pour pouvoir se débattre pendant plusieurs secondes, voire une dizaine de secondes pour sortir de ça. Mais tu Mhm. vas te retrouver dans une autre configuration qui changera la physionomie du match. Ouais. Et ça part du principe déjà avant le combat, se dire, OK, s'il passe ma garde, je donne tout pour pas qu'il s'installe dans cette position. Et ça, on parle de jiu-jitsu brésilien, mais ça peut être dans tous les autres domaines de la vie, tu vois. Il peut se Mm. passer ça, mais s'il se passe tel événement, comment je vais y réagir? Est-ce que je laisse l'événement me dominer ou est-ce que je vais en sorte de reconfigurer le match, cette confrontation, à mon avantage ou au moins que j'ai le moins de contraintes possible? Ça, c'est du conditionnement mental aussi. Ouais. Et c'est grâce à mon pote Jeff, Jeffrey Capel, que je salue d'ailleurs, qui est à Thonon, et qui avait tiré ça de Vincent de Guyenne, parce que Vincent de Guyenne, à la base, c'est son professeur. Et le principe, c'était ça. Toujours sur l'histoire du passage de garde et on va stabiliser. Vincent lui avait dit, imagine-toi que quelqu'un rentre chez toi, donc le gars passe la garde, il rentre chez toi, il se pose sur ton canapé, donc il commence à s'installer, surtout en contrôle latéral, et qu'après, il passe le bras autour de ta gonzesse, quoi. Excusez-moi les filles, hein, c'est juste pour imager, hein. Il passe le bras autour de ta gonzesse, là, voilà, Ouais. il a stabilisé. Alors, imagine-toi, quand le gars va commencer à passer ta garde, c'est que le gars, il commence à rentrer chez toi, il va se poser sur ton canapé et te remplacer à côté de ta femme. Tu vois? Ouais. Donc, en te conditionnant mentalement, tu vois, et il m'a dit ça, Jeff, j'ai rigolé, et donc à chaque fois que quelqu'un me passe la garde maintenant, je m'imagine que le gars va se poser sur le canapé avec ma femme. Et donc, du coup, ben, toi, il y a une puissance qui émerge en moi et ça me fait rire en même temps, tu vois, dans le Mm. combat, pour justement ne pas subir cette position. Mais toi, ça part d'un conditionnement qui vient d'une anecdote, tu vois. Et Ouais, donc bien ça, sûr. je pense qu'on va travailler avec un préparateur mental sur ces sujets-là par rapport à la compétition, ou si, par exemple, on travaille en entreprise ou sur d'autres thématiques, c'est quelque chose vraiment à étudier pour ne pas se laisser s'installer des situations qui nous seraient néfastes. Mm. Bah, on va parler de préparation mentale au stage en juin, hein. Et on a un préparateur mental qui vient. Eh oui, ben oui, donc pour ceux qui ne savent pas, alors ça, on ne l'a pas encore dit, hein, mais donc je rappelle, il y a les stages PBK en Espagne du 8 au 12 mai, bon là c'est complet, et j'en organise un du 25 au 29 juin 2024, voilà, toujours à Alicante, et on aura Paul de Méditation, qui a été interviewé, que j'ai interviewé sur la chaîne, donc Paul, si tu nous écoutes, salut, qui fera partie du stage, ce sera un stagiaire. Mais vous pourrez certainement, si vous venez, échanger avec lui sur les sujets de la préparation mentale, parce que je sais que Paul adore échanger et c'est sa passion. Donc ça, c'est cool. Et puis comme tu seras là normalement au mois de juin, on va pouvoir parler là-dessus. Et puis même,
on va faire des vidéos, des trailers. Moi, j'aime bien le côté vidéo, tu sais. Enfin, en tout cas, je m'y intéresse de plus en plus. Et cette capacité qu'a la vidéo à nous transmettre des émotions, des choses. Et ça me fascine, tu vois. Et du coup, je compte bien, en tant que assistant coach, je compte bien faire mon boulot, hein, je te le dis. Je compte sur toi. Je compte Bah, sur bien toi. sûr. Des tournages hollywoodiens. C'est marrant que tu parles de ça parce que hier, avant-hier, sur les réseaux sociaux, sur Instagram principalement, j'ai testé, j'ai fait un petit post test Mm. où, sur les deux derniers posts, en fait, c'est ça, en fait. J'ai essayé de faire un post un peu joli visuellement, en m'inspirant d'une page sur Instagram qui génère des milliers de vues, de j'aime et autres. Donc en fait, j'ai fait une sorte de copier-coller, tu vois, là, je le dis, hein, tu vois, copier-coller, mais je l'ai adapté. Alors c'est sur un autre thème que la nutrition. Je l'ai adapté à moi, hop, et j'ai diffusé. Et en 48 heures, j'ai eu 28 j'aime, zéro commentaire, enfin voilà. C'était sur les calories et on pourra en parler après d'ailleurs sur ce sujet. 48 heures après, du coup, pour valider ce test, je mets une photo de moi euh, sur la plage avec les abdos bronzés, machin. Et là, toi, en une heure, il y avait déjà 80 j'aime, des commentaires et autres. Et bien sûr, j'ai rédigé un texte en dessous qui mettait en avant ce test. Pour ceux qui sont allés là-dessus, c'était pour valider le fait que la simple image attirait, bien évidemment, et ça rejoint ce que tu disais par rapport à l'émotion que véhicule une vidéo. Et Mhm. donc, oui, c'est vrai que maintenant, on est très attiré parce que avec toutes les nouvelles technologies, tout est chiadé, quoi. Tu regardes des vidéos Instagram qui font 10 secondes, c'est des montages de fous. Des vidéos sur YouTube qui durent 20, 30 minutes, même toi, plus ou moins, avec des montages. euh, voilà, moi je dis c'est hollywoodien parce que tu regardes, il y a même des films il y a moins de 10 ans qui ne sont pas aussi bien montés que ça, Mm. ou même des reportages. Et donc, on est tellement habitué à ce contenu de très haute qualité, parce que je reconnais que c'est quand même de très haute qualité, qu'en fait, quelque chose qui n'attire pas autant l'œil, on le balaye. On le balaye, on ne donne plus sa chance à, et en plus, on se laisse captiver, captiver par ce par ce stimulus, justement, tu vois. Et donc, ben, on veut, c'est ce que je marque dans mon texte, on veut des abdos tracés, tu vois, on veut s'il n'y a pas une super vidéo, on veut une photo avec une belle image, comme pour nous, tu vois. On a Ameda, et d'ailleurs, je le remercie de regarder nos vidéos, qui, sur le dernier commentaire, dit, ouais, ben, améliorer le son, les gars, ouais, ben voilà. Nous, on fait un peu avec nos moyens, on s'améliore petit à petit en fonction de nos moyens. D'ailleurs, merci pour ton commentaire, on fait au mieux petit à petit. Mais on veut la photo top la classe avec les abdos striés, où on veut voir les filles avec les jolis culs bombés, ou le super montage et tout. Mais quand tu essayes à côté de faire un petit peu de pédagogie, où ça nécessite un peu de réflexion, bah, tout de suite, c'est une grosse barrière à l'entrée, tu vois? Parce qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir, il faut prendre le temps de lire, tu vois? Et je comprends. Je comprends largement. Si on est sur les réseaux sociaux, c'est souvent pour consommer du contenu rapide, tu vois, visuel, pour nous distraire. On est dans la société de la distraction, de l'instantanéité, il faut que ça aille vite, tu vois. Et des fois, lire des textes qui sont peut-être un peu longs, et après, tout est relatif dans la longueur, ça peut nous demander un effort, ou dire, ben, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, et c'est quand même, selon moi, un peu bizarre de dire j'ai pas le temps quand on prend le temps d'être sur les réseaux sociaux, qui au final, si ça n'est pas un vecteur professionnel, c'est qu'on a carrément le temps de, Ouais. de le prendre. Tu vois ce que je veux dire? Moi, Mhm. personnellement, je me sers des réseaux sociaux pour le professionnel, mais ça m'arrive de me retrouver sur des vidéos et très souvent de comment faire des cheesecakes.
ou la dernière diète à la mode, ou l'entraînement de X ou Y, sachant qu'il y en a qui vont dériver vers les vidéos de chats, ce qui peut m'arriver, mais quand j'arrive dessus, au bout de 5 secondes, je me dis, oh punaise, je suis en train de regarder une vidéo de chat, arrête tout de suite, va bosser, quoi. Voilà, mais quand on prend le temps déjà d'aller sur les réseaux sociaux, c'est qu'on a le temps. C'est qu'on a le temps. Donc Hmm. voilà, c'était juste une petite aparté. Ouais. Non, c'est clair que ça m'a fait sourire à ton texte. Je me suis dit, merde, je peux pas liker son truc du coup, parce que sinon je vais commenter. Non, non, mais c'était intéressant, et c'est vrai qu'on est dans le, dans le paraître, et ça me fait avoir la réflexion. On a discuté il y a peu de temps avec un mec, je sais plus avec qui, mais en gros, on a parlé d'intelligence artificielle et tout ce qu'on pouvait faire avec. Enfin, franchement, moi, je te dis, ça me fout les boules hein, de voir tout ce qu'on peut faire avec. Et alors, tu peux faire le beau avec l'intelligence artificielle sur tes réseaux, tu sais, à faire des trucs de fou, mais le jour où, dans le réel, tu auras besoin d'utiliser des compétences, ou qu'on te demandera d'utiliser les compétences que les gens croient que tu as, mais grâce à l'intelligence artificielle, c'est là où tu vas te prendre une claque de réel et à te dire putain, mais en fait, je sais rien faire. En fait, c'est ça le truc le plus grave, c'est que étant donné qu'on demande à quelque chose de faire un truc à notre place, le jour où on aura besoin de le faire nous-mêmes pour x, y raison, tu vois, je sais pas, tu proposes des stages, tu connais pas les recettes, tu lui demandes à chaque fois l'intelligence artificielle, tu vois. Et ben, le jour où tu devras faire ça en direct, et ben, tu te retrouveras comme une merde, quoi. Et en fait, c'est ça qui est dangereux, c'est que lorsqu'on substitue quelque chose et qu'on n'a plus besoin de le faire, et ben forcément, on le maîtrise de moins en moins. Et le problème, c'est que c'est pas, en fait, de nos jours, c'est pas que tu sais faire la chose et que tu substitues le truc à quelque chose, à quelqu'un d'autre ou à l'intelligence artificielle, c'est que tu sais même pas le faire et tu lui demandes. Je sais pas, il y a une différence entre. Je vais prendre l'exemple des smartphones. Moi, j'ai eu la chance encore de connaître le temps, l'époque sans smartphone, parce que je suis des années 90. Putain, je vais avoir 30 ans cette année. Oh là là. Mais je suis content d'avoir connu cette époque-là. Et ça veut dire que j'arrive à faire la différence entre les deux époques, alors que quelqu'un qui est né dans les années 2000 et qui a baigné littéralement dans le numérique, dans l'ère du numérique, il sait pas ce que c'est, il sait pas ce que c'est jouer dans la forêt. Je caricature, et du coup, c'est là où c'est dangereux, c'est quand tu sais que faire quelque chose par l'intelligence artificielle, ou tu sais faire quelque chose que parce qu'on t'aide à la faire. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait, mais moi, là, tu vois, je suis d'accord avec toi sur ce principe, hein. Et là, on parle d'intelligence artificielle. Mais au final, c'est ni plus ni moins que déléguer une compétence qu'on n'a pas à quelque chose qui peut Mm. nous faire réussir. Moi, tu vois, je vais te dire une chose. Euh, je- Tout ce qui est la plomberie, c'est pareil. Je maîtrise pas la plomberie. J'ai un problème de plomberie, qu'est-ce que je fais? Alors, soit un, maintenant, il y a YouTube, je regarde YouTube, problème de plomberie, je regarde le truc basique et je peux faire ce que je peux faire. Deux, je ne fais pas YouTube, je ne sais pas ce qui se passe, j'appelle le plombier. Est-ce qu'on ne pourrait pas comparer l'intelligence artificielle à ça au final, tu vois? Je ne sais pas, j'appelle le plombier, je ne sais pas, je demande à l'intelligence artificielle. Après, je te rejoins sur une chose. Si j'appelle toujours le plombier, le jour où il n'y a plus de plombier, je suis dans la merde. Tu vois ce Ouais. que je veux dire? Je suis dans la merde, et c'est le cas de le dire. Mais le truc, c'est que est-ce que avec la vie qu'on mène, tu sais, où même on peut s'hyper spécialiser on peut se spécialiser dans la mesure où on fait un travail, on a nos temps de distraction, nos temps de sommeil et tout. Est-ce Mhm. que de nous-mêmes, on va apprendre la plomberie au cas où on ait besoin d'agir là-dessus? Mhm. Tu vois, c'est pour faire le parallèle avec l'intelligence Ouais, non, mais artificielle, tu carrément. vois.
Donc, c'est les questions que je me pose aussi vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Et en fait, c'est, ça va, c'est juste un moyen de révéler qui on est vraiment, tu vois? Hmm. Et comme l'être humain a tendance à aller vers la solution de facilité, tu vois, eh ben, ça veut dire qu'on va aller de plus en plus vers l'intelligence artificielle, qu'on va en Hmm. dépendre, comme de moins en moins de personnes savent faire de la plomberie, tu vois, et donc on est de plus en plus dépendant des artisans, et ce qui est bien pour les artisans, tu vois, c'est pour ça qu'ils font ce métier, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la capacité de le faire. Mais voilà mon point de vue là-dessus. Ouais. Non, mais je comprends, c'est une bonne, un bon argument, ça. Après, tu vois, le plombier, c'est un être humain. Il arrive chez toi, Ah tu ouais. peux discuter avec lui, tu peux t'intéresser, enfin, si t'as le temps, tu vois, mais tu peux lui dire, ah, tiens, c'est intéressant ça, vous pouvez m'expliquer un peu comment ça fonctionne. Enfin, et c'est vrai que c'est impossible de maîtriser tous les sujets. Il y a forcément des sujets de prédilection, des choses dans lesquelles tu travailles, où t'es bon, et d'autres, faut que tu laisses de côté. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi, ouais. Bon, après, c'est un bon argument, ouais. Mm. Mais intelligence artificielle, c'est sympa, toi, comme sujet. Beaucoup vont dire, punaise, tu sais, on repense à Terminator. Alors, ceux qui n'ont pas la ref, je vous demande d'aller voir Terminator 1, 2, 3. Moi, je me suis arrêté au 3, je crois. Et avec Skynet, tu vois, au final. Et déjà, à l'époque, le film, quoi, je crois, c'est dans les années 80, hein, Terminator 1, ou début 90. On parle déjà d'intelligence artificielle et que l'intelligence artificielle, à un moment donné, prend le contrôle. Et beaucoup au début, quand il y a un an ou deux, tu sais, les termes d'intelligence artificielle sont revenus sur l'avant de la scène. Beaucoup ont pensé à ça. Moi, le premier, tu vois. J'ai dit, punaise, on va perdre le contrôle, ça va évoluer comme ça. Oui, non. Au final, pour moi, ça dépend de l'être humain et on verra Mhm. ce que l'avenir nous réserve. Bien sûr, ouais. Mais comment faire en sorte que l'intelligence artificielle, déjà, et si on doit imaginer l'avenir de l'être humain vis-à-vis de l'intelligence artificielle, dans le meilleur des mondes, moi j'ai envie de dire, dans le meilleur des mondes, on ferait en sorte, et là ce serait un rêve qui s'approcherait beaucoup du communisme ou du socialisme, c'est, oui, on fait travailler la machine dans les domaines faisables, hein, bien évidemment, hein, Mhm. au profit de l'être humain, au profit des sociétés, de l'industrie. Et là, on se dit, oui, mais attends, ça va remplacer l'être humain. Oui, certes. Mais le travail de l'intelligence artificielle ou de la robotique, par exemple, je ne sais pas si c'est le terme approprié, les revenus générés par ces machines reviendraient en partie aux investisseurs, mais aussi aux gens qui ont été remplacés par ces machines. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Ouais, Le meilleur ouais. des mondes. Aldous Huxley, le bouquin Le meilleur des mondes à lire, hein. Mais tu vois, ça pourrait revenir aux gens. Ce qui fait qu'aussi, on partirait dans une société où les gens n'auraient que du temps libre et ça donnerait à leur passion, au plaisir. Et ça, je pense pas que ce soit bénéfique à l'être humain d'être toujours dans le plaisir et la facilité avec un revenu universel, même si ce serait bien sur le principe. Sur le principe, tout le monde a un revenu et donc du coup peut s'adonner à des choses qui l'inspirent vraiment et donc ça rejoindrait l'idée actuelle de l'ikigai, tu sais, faire ce qu'on aime, que ça profite à tout le monde, qu'on gagne notre vie grâce à ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Dans l'absolu, l'intelligence artificielle, utilisée comme ça, bien. Non, mais Moi, bien sûr. je dis pourquoi C'est pas. toujours une question d'utilisation. C'est sûr que quand je fais mes shorts, enfin mes réels, et que je fais des sous-titrages automatiques, je suis bien content que l'intelligence artificielle existe, tu vois. Mais à partir du moment où ça vient empiéter sur ta capacité de création, parce que je suis tombé sur une vidéo où, en gros, le mec, il fixe la caméra, et avec l'intelligence artificielle, il arrive à faire en sorte que ses yeux, ils bougent, ils regardent, etc. Alors que, de base, il fixe sa caméra. En fait, c'est là où ça devient dangereux, je pense, c'est à partir du moment où tu essayes de t'ajouter des choses que tu fais pas naturellement, tu vois.
Et en plus de ça, il y a tout le processus, voilà, comme je disais, de créativité. Et moins tu vas stimuler ce processus de créativité, et forcément, moins tu vas être créatif. Je sais pas, un truc tout con, mais moi, dès que je cherche une définition ou dès que je cherche un mécanisme d'action de certaines choses, le premier réflexe, c'est quoi? C'est d'aller de demander à Google, quoi. Mais moi, j'essaye de me dire, ok, alors attends, avant d'aller sur Google, ok, alors qu'est-ce que je sais de ça? Tiens, ça pourrait peut-être être ça, ça pourrait peut-être être ça, tu vois? J'essaye de raisonner, d'utiliser un peu ma créativité, mes connaissances que j'ai actuellement pour essayer de trouver une raison, une bonne raison. Et puis, une fois que j'ai fait une bonne hypothèse, si j'ai pas un prof à qui demander, avec qui échanger, tu vois, ou quelqu'un d'autre, je vais regarder du coup et je vais dire, ok, je vais regarder sur Google. Mais j'essaye de réfléchir avant, quoi. Et la facilité, c'est de se dire, ok, bon, ben, on n'a plus le processus de raisonnement. On écrit on écrit des dissertations avec l'intelligence artificielle, donc on a plus non plus ce raisonnement, ok, intro, problématique, développement, conclusion, tu vois. Euh, on fait tout par facilité, comme tu le dis, et du coup, ben, on devient de plus en plus, on se rapproche de idiocratie, quoi. Ah oui. Et ça, on pourrait dire que cette notion de facilité, tu vois, elle est corrélée aussi avec la notion de temps, tu vois. On veut que ce soit plus facile pour gagner du temps, tu vois. Souvent, c'est ça, hein. J'ai pas le temps de réfléchir, j'ai pas le temps de lire, il faut tout tout de suite. Enfin, on est dans cette génération, Hmm. tout, tout de suite, tout, tout de suite. Moi, je me rappelle, quand j'étais au lycée, j'ai fait un bac littéraire, quand je faisais de la philo. Euh, J'étais pas une star, hein. Et la philo, eh ben, il y avait des sujets, quoi, ben, il fallait potasser. Et moi, je me rappelle passer 6, 7 heures à réfléchir, pondre des trucs, qui pour au final une note avoisinant 5 ou 7 sur 20, tu vois. Mais 6, 7 heures à réfléchir, pondre, travailler, rédiger. Alors que, comme tu le dis, maintenant, tu tapes un sujet, chat GPT, machin, fais-moi un truc, pouf, ça te pond un texte. Et l'intelligence artificielle est assez capable de te reproduire, en posant la Hmm. même question, des textes différents aussi pour que si on vient contrôler ton travail, eh ben, ça soit pas du copier-coller, tu vois. Ça, je le vois avec. J'ai des amis qui sont professeurs en collège. Bah, des collégiens utilisent déjà ChatGPT, quoi. Ils utilisent ChatGPT. Moi, j'étais sur le cul, quoi. Tu te dis, moi, je sais déjà pas m'en servir, mais des collégiens, donc 30 ans de moins, Hmm. hop, ça te pond des machins. Ouais, oui, Mais eux-mêmes étant, donc mes copains, là, professeurs, eux-mêmes étant parents, ils constatent l'impact que ça a sur la capacité, et tu le dis, hein, de création, de réflexion même chez les enfants. ouais. Oui, il y a plus de créativité, il y a plus de réflexion, il y a plus rien. Et Enfin, ce qui laisse perplexe pour l'avenir. Puisqu'en hmm, fait, la notion de créativité, de réflexion, pour solutionner des problèmes, ce sont les gamins d'aujourd'hui qui vont être les adultes de demain. Et donc, s'ils sont, comme tu le disais précédemment, dépendants de quelque chose qui réfléchit pour eux, ce qui est quand même propre à chacun. Je veux dire, la plomberie, on n'a pas tous ça en nous. Par contre, le cerveau, on l'a tous en nous, tu vois. hmm, Une capacité de réflexion, on l'a tous en nous. Si on délègue cette dernière chose qu'on peut s'approprier, ben après, il ne nous reste plus rien, quoi. Juste, hmm. après, on a juste les muscles pour passer à l'action. Et le cerveau va réfléchir pour nous et on ne sera juste que les esclaves du cerveau, quoi, au final. Ouais. Et puis du coup, c'est là toute la voie, l'autonomisation, hein. C'est dans laquelle moi je me suis lancé depuis quelque temps et dans laquelle, enfin, tu es aussi, hein. Ah oui, oui. C'est la capacité à Réfléchir, autonomiser les gens, ouais. ouais, réfléchir, comprendre les choses pour devenir autonome. C'est le Hmm. mantra de Pierre, Pierre Ouais. Dufraisse au CNH, voilà, c'est clair. Nico, est-ce qu'il y a un autre sujet? Un autre sujet, euh, bah, j'ai enregistré une interview, j'ai été interviewé par Sébastien Dinaltera la semaine dernière, c'était samedi, je crois,
ou vendredi, je sais plus, samedi, je crois. Bon, là, elle est sortie l'interview, c'était sur le sommeil. Enfin, c'était sur. On a parlé plein de trucs. Et en fait, ce qui en est sorti de cet échange-là, c'est justement, c'est ce qu'on parlait au début de. C'est ce qu'on parlait au début d'échange avec toi, c'est l'importance du mindset et du sens de la vie et du sens qu'on donne à ce qu'on a envie de faire. Et du coup, ouais, je peux peut-être intéresser d'en parler de nouveau. Finalement, ça rejoint, enfin, c'est c'est résumé dans la phrase, la célèbre phrase, la santé comme un moyen et pas comme un but. Et ça, on n'en parle pas beaucoup en naturopathie. Je sais pas ce que tu en penses, mais enfin, que ce soit en naturopathie ou même en ostéo ou peu importe, dans plein de trucs, à la base, on demande pas, enfin, on regarde pas le mindset, l'état d'esprit, le sens de pourquoi est-ce que c'est vraiment important que toi tu fasses ça. Qu'est-ce qui est tellement important pour toi que tu fasses appel à moi? Tu vois ce que je veux dire? What does success look like? C'est ce que Ouais. Julien Pineux, il parle beaucoup. À quoi est-ce que la victoire, elle ressemble pour toi? Parce que on peut parler de sommeil, d'alimentation, de sport, mais finalement, si ça n'a aucun sens pour toi, tu vas pas le faire, quoi. Ah, et là, Nico, là, tu touches quelque chose. Et ça, on en a parlé déjà sur les précédents Naturocast. Mm. Alors déjà, on mettra en dessous de la vidéo, dans le descriptif, le lien vers ton interview avec Sébastien. Deux, cette histoire de mindset et pourquoi on fait les choses au final. Quel est le but réel? On n'en parle pas trop en naturo ou quoi que ce soit. C'est, comment dire? Moi, perso, quand j'agis, c'est je pose la question, quel est l'objectif premier? Donc déjà, physique. Mm. Et souvent, tu sais, il faut échanger avec nos clients, patients, on appelle ça comme on veut. Et c'est pendant cet échange qu'on commence à apprendre à connaître les gens, Mm. que les gens commencent à avoir confiance, et parce qu'ils ont confiance, ils se livrent. Et donc, du coup, il y a ce sentiment de confiance qui s'installe. Et là, du coup, les langues se délient et on commence à parler un peu au-delà du simple fait de la santé, du poids, de la performance, et de parler justement qu'est-ce qui est au-dessus de tout ça. Et moi, je vais te dire qu'au final, peu de personnes pensent à ça. Mm. Peu de personnes pensent à ça. Ça demande quand même du temps. Ça demande du silence, tu vois, Mm. pour permettre à ton cerveau de réaliser ce processus d'introspection et déjà se poser la question, parce que les gens ne se posent pas la question. La plupart des personnes sont conditionnées, et d'ailleurs, celles et ceux qui nous écoutent, hein, merci d'ailleurs, Mm. dites-nous en commentaire si vous vous posez la question de qu'est-ce qui vous anime vraiment, pourquoi vous faites les choses. Mm. Pourquoi vous faites les choses? Parce que la plupart des personnes, je généralise volontairement, mais c'est, ben, non, ben, je dois payer les factures. Toi, on est dans l'instant, tu vois, l'instantanéité. Je dois payer les factures. Pourquoi je dois payer les factures? Ben, pour pas me retrouver en prison, quoi. Pour pas me retrouver à la rue, pour nourrir mes enfants, pour financer ma retraite. Tu vois? Parce qu'au fait, au final, le but ultime pour les gens, principalement, c'est atteindre la retraite. Tu parles avec les gens, c'est pas pour, je sais pas, devenir champion du monde de sci ou pour pouvoir jouer ou pouvoir faire du kitesurf quand j'aurai à 70 ans, quoi, tu vois. Mm. Ben, mon but, c'est d'atteindre la retraite. Et, Mm. et alors? Et j'ai dit, et oui, et tu atteins la retraite, et qu'est-ce que tu as fait entre maintenant et la retraite? Et qu'est-ce que tu fais à la retraite? Et pourquoi tu veux atteindre la retraite, tu vois? Et Mm. dans quel état? Et pourquoi faire? Tu vois, c'est ça, ça rejoint ce que Mm. tu dis. Mais très peu de gens se posent la question parce que on est pris, et c'est pas je vais donner des excuses, mais on est pris des fois dans ce flot continu d'informations extérieures, on suit le troupeau et on est conditionné. On est conditionné. Mm. Et ça rejoint le début de ce qu'on dit dans le mindset. Comment changer ce conditionnement? Ben déjà, c'est
Il faut se poser les questions. Hmm. Se poser les questions, prendre du temps pour soi pour y répondre, et sachant que chaque réponse n'est pas définitive. Bien sûr. Si on se dit que la réponse aujourd'hui, c'est la vérité vraie, eh bien, en fait, on se conditionne pour une autoroute. Alors, ce qui peut être vrai, si on a un objectif qui nous tient à cœur particulièrement, parce que à objectif particulier, stratégie particulière, dans laquelle il faudra être plus ou moins souple, tu vois. Si on est rigide, eh ben voilà, ça peut Hmm. vraiment limiter notre champ d'action. Mais voilà comment je pourrais répondre à ce que tu disais, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est finalement c'est un peu la question sur le sens de notre vie, quoi. Ou en tout cas le sens qu'on a envie de donner à notre vie. Et c'est un gros morceau, hein. C'est un gros morceau. C'est un gros morceau. Mais je Moi, trouve que c'est essentiel. Moi, Nico, j'ai envie de. C'est essentiel, effectivement. Et c'est ce qui fait que, ben, dire pourquoi c'est essentiel, c'est ce qui fait. C'est pour ça. Et c'est pour ça que j'agis comme ça aujourd'hui. Hmm. C'est pour ça que j'agis comme ça aujourd'hui. Parce que je sais que c'est des petites briques ajoutées les unes aux autres qui paieront et qui me rapprocheront de mon objectif, de l'être que j'ai envie d'être pour moi-même, pour les Ouais. autres, pour la communauté, pour la planète, enfin peu importe, hein, pour ce qu'on veut. Donc j'ai envie de poser les questions là, aux auditeurs. Ouais. Enfin, de laisser des questions comme ça, c'est qu'est-ce que vous avez envie de nourrir vraiment? Qu'est-ce que vous avez envie de laisser? Imaginez-vous sur votre lit de mort là, et imaginez que vous avez vécu une vie épanouie avec tous vos proches autour de vous. Qu'est-ce que vous avez envie de laisser pour eux, pour le monde? Qu'est-ce que vous avez envie qu'on dise de vous, quoi? C'est ça qui est Ouais. important au final. Dites-le en commentaire. Yes. Nico, hier, j'ai vu un article, 60 millions de consommateurs. Mhm. Donc bon, voilà, c'est quelque chose qui est un peu qui a pignon sur rue et qui fait quand même des enquêtes. Euh, 80% des salades en sachet sont contaminées par des pesticides à des niveaux qui posent problème. Tu vois? Donc, les auditeurs, est-ce que vous consommez des salades en sachet? Donc des salades, ça peut être de la mâche, de la roquette, de la laitue, en sachet, même nature, hein. Tout ça, c'est contaminé beaucoup par les pesticides. Dites-nous en commentaire si vous en consommez. Si oui, à quelle fréquence? Toi, Nico, est-ce que tu en consommes? Est-ce que ça t'arrive d'en consommer? Non, pas du tout. Enfin alors, des fois ça m'arrive d'aller chercher des sandwichs, donc il y a de la salade dedans, ça je sais pas, je suis pas en cuisine avec eux, mais j'achète pas de la salade, ou alors ça m'est arrivé une fois les 10 dernières années, quoi. Hmm. Non, non, j'ai énormément de mal à faire mes courses, enfin je les fais jamais d'ailleurs, j'ai énormément de mal à faire mes courses dans les supermarchés, les hypermarchés. Je me sens pas bien dedans. Ouais. Parce que je connais un peu, enfin, je sais ce qui se trame un peu là-dedans, et du coup, mis à part si j'ai pas le choix du tout, mais je vais dans le rayon bio, quoi. Mais sinon, ouais, je fais pas mes courses dedans, donc non, je n'achète pas des salades en sachet, j'achète des salades fraîches que je prépare le soir même, tu vois, je les découpe, je les nettoie, je les fous dans un tupperware au frigo, et comme c'est encore un peu humide et que c'est au frigo, tu vois, ça se tient bien, c'est bien frais. Donc la salade, après 3 4 jours, elle est encore croquante. Et du coup, comme c'est déjà prêt, eh ben, tu ouvres ton tupperware, tu ouvres ton frigo, tu ouvres ton tupperware, tu sors 3 4 feuilles de salade, tu te les fous dans ton assiette, dans ton puit-meal, tu fous huile d'olive, sel, poivre, tu fous ce que tu veux dessus, et c'est réglé, quoi. Je veux dire, c'est réglé. Et puis le tube, il est blindé, quoi. T'achètes une belle laitue, tu la prépares tranquillement, tu vois, tu t'écoutes un bon petit podcast, tu prends du temps pour toi. Et puis voilà, tu vois, t'as de la salade prête qui n'est pas en sachet, qui est bio, qui est locale, de saison, et puis voilà, tu vois, qui n'a pas fait 20 000 kilomètres. C'est hyper simple, enfin, c'est hyper simple. Allez, ça prend un tout petit peu plus de temps, mais il y a tellement d'autres choses qui sont offertes avec.
c'est ça. C'est ça. Moi, je vais te dire, je vais avouer, euh, j'ai de temps en temps de la laitue, enfin, ouais, bref, de la salade en sachet à la maison. Ma femme ramène souvent ça pour tu vois, de la mâche. Souvent de la mâche, on aime bien la mâche. Et c'est en sachet. Alors, je lui dis souvent, avant d'avoir lu cet article, hein, j'ai dit, tu sais, et là, c'est pour tout le monde, hein, et tu sais, ce genre de légumes verts, euh, c'est le pire du pire, au final, en termes de pesticides. Pourquoi? Moi, je fais du jardin. Hein, je jardine. Je fais pousser mes laitues, des salades, des mâches et autres. Bien évidemment, pour être autonome, il faudrait que j'ai des hectares entiers, vu ce que je mange déjà moi et ce que mes gamins dégomment. Mais comme c'est quelque chose qui est à ras du sol quand ça pousse, c'est à l'exposition de tout ce qui est insectes, limaces, escargots, oiseaux, et donc c'est très susceptible de- d'être perdu. Je veux dire, à peine ça sort, en une nuit, des fois, tu n'as plus rien. Tu as, 10 mètres de laitue, il n'y a plus rien. Et donc, les industriels ou les horticulteurs, je ne sais plus comment on appelle ça, hein, qui préparent ça, eux, dans leur serre, parce que pour la plupart, c'est en serre, et on va pouvoir reparler un peu de même en serre comment c'est fait. Ben pour eux, c'est leur devoir de rentabilité, c'est leur business. Et ça, que ce soit en bio ou pas. Alors, en bio, forcément, il n'y aura pas de pesticides dessus. Mhm. Ou bien ce sera des pesticides naturels, faits à partir d'éléments naturels. Tu vois, bouillie bordelaise, des purins d'ortie ou autres, tu vois, Ouais. qui sont autorisés sur l'agriculture bio française. Hein. Je précise française, parce que je ne m'engage pas sur le bio en dehors de la France. Euh, L'Espagne, tu veux dire, par exemple? et attends, tu parles Espagne, moi j'ai vu un rapport qui montrait que l'Espagne, c'était pas le pire, hein, et Ouais. que la France était au même niveau que l'Espagne, Ok. et que le pire en Europe, c'était l'Italie. Voilà. C'est un rapport qui datait de l'année dernière ou 2022. Bref. Et je reviens sur l'agriculture. Donc, tous les producteurs, eux, ils vivent de ça. Et ils dépendent de leur production. Donc, à un moment donné, s'ils veulent vendre pour se payer eux-mêmes, payer leurs employés, ils sont obligés de protéger ça. C'est pour ça qu'ils balancent des pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, enfin voilà, tout ça. Ils balancent dessus. Voilà. Donc, c'est pas pour leur donner une excuse, mais c'est parce que le système veut ça. S'ils mettent pas ça, à un moment donné, mauvaise récolte et tout, ils mettent la clé sous la porte. Parce que Bien surtout en sûr, ouais. France, commencer avec le système de taxation, d'indemnisation ou pas, le prix des terrains, les impôts, ils vivent pas, quoi. C'est pour ça qu'il y a 20% des agriculteurs qui se suicident qui vivent, enfin, et la moitié qui vivent pas avec 1000 euros par mois, quoi. Tu vois? Ouais. Donc voilà, ça c'est à leur décharge. À leur décharge. Alors après, il y a les plus gros industriels, ils produisent les salades hors sol. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ça pousse pas sur le sol. Et le bio, c'est pareil. Hein. Le bio, c'est Mm. pareil. Hein. Bien sûr, ouais. Et en fait, c'est dans des gouttières dans lesquelles c'est pas de la terre. Ils appellent ça un substrat. Un substrat, donc c'est un mélange de minéraux, de ressources énergétiques pour la plante, parce qu'au final, les végétaux qu'on consomme se développent grâce aux nutriments qui sont dans le sol. Et donc, quand on dit qu'un végétal est riche dans telle vitamine, c'est vrai et faux en même temps, puisqu'en fait, le Mm. végétal, que ce soit une carotte, une salade, une cerise, va juste se gorger des vitamines disponibles dans le sol Mm. sur lequel il pousse. Et ça, il faut toujours le garder en tête. Et donc, plus le sol est exploité, si on ne lui donne pas de repos, eh ben, il y aura, au fur et à mesure, il va s'appauvrir en minéraux et donc les choses qu'on va consommer vont s'appauvrir aussi en vitamines et minéraux. C'est pour ça que les dernières études montrent qu'une pomme aujourd'hui a 50 fois moins de vitamine C qu'en 1950. Mm. Voilà, donc en fait, au final, il reste quasiment plus rien en vitamine C. Euh, Ouais. voilà. Donc, tu allais dire quelque chose. Ouais, il y a une phrase que j'aime énormément et tu sais, souvent c'est ouais, je mange des épinards parce que c'est riche en calcium. Ok. Je mange de la viande parce que c'est riche en fer et riche en ça.
faut pas oublier une chose, c'est que, alors déjà, on n'est pas ce qu'on mange, et heureusement, parce que sinon, enfin, bien qu'on on soit de plus en plus des merdes, mais bon, bref, ça, c'est encore un autre débat. Mais, euh, mais surtout, on est, alors attends, faut que je la, on est ce qu'on mange. Attends, Je vais te le dire, j'ai fait une vidéo là-dessus, j'ai fait une série de vidéos là-dessus. On est ce qu'on mange à manger. exactement, merci. On est ce qu'on mange à manger, dans le sens où on va manger du bœuf, mais en fait, on va pas se dire le bœuf. Ouais, qu'est-ce qu'a mangé le bœuf? Hmm, Parce qu'en fait, les protéines et tout ce qu'il a en lui vont dépendre, ses cellules vont dépendre de ce que lui, hmm, ce bœuf, a mangé. Et nous-mêmes, nos cellules vont se régénérer à partir de ce qu'on mange. Et là, on parle de bœuf et de ce qu'il a mangé, mais c'est pareil pour le végétal. hmm, Tu vas manger une pomme de terre, et ben, de quoi cette pomme de terre s'est nourrie pour croître, tu vois? exactement. Et donc, nos cellules vont générer dessus. Si ça part d'un terrain vierge, riche en vitamines, et ben voilà, on va se gorger de ça à ce moment-là. Ouais. Euh, mais voilà, après, qu'est-ce qu'il y a dans le sol? Depuis combien de temps le sol a été exploité? Ensuite, les animaux ou les œufs qu'on consomme, ben, qu'a mangé la bête avant? Parce que ce qu'on va manger n'est que le véhicule Hmm, de ce qu'il a consommé. Tu vois, et d'ailleurs, on mange de la viande pour avoir aussi des protéines, mais parce que cet animal a réussi à convertir les végétaux en protéines en lui-même, en créant des nouvelles cellules, que nous, on serait incapable de générer autant de masse musculaire en consommant ces végétaux, puisque hmm. on n'a pas cette capacité, enfin, la même capacité à convertir ces végétaux en source de protéines que l'est la vache, par exemple. Tu Ah vois? ouais, ouais, clairement. Hmm. Mais là, on touche quelque chose de d'essentiel, je trouve, et c'est l'importance du local, tu vois. Et d'aller discuter justement et de connaître. Alors, c'est pas évident, hein, surtout quand tu es en ville, quoique maintenant il y a les marchés en ville, etc. Tu peux discuter avec les producteurs, savoir un peu leurs valeurs, comment est-ce qu'ils prennent soin de leurs produits, qu'est-ce qu'ils font, quoi, tu vois. Et c'est vrai que c'est intéressant et on s'en rend pas compte, quoi. C'est pour ça que dès qu'il y a des études sur la viande, ok, alors attends, quelle viande ils ont utilisé? Est-ce qu'ils ont utilisé le bœuf qui mange de l'herbe et qui pâture dans les collines, dans la nature autour de chez nous? Ou est-ce que c'est un bœuf qui a pas vu le jour, qui est dans des enclos où il n'y a pas d'herbe, il n'y a que de la terre? Enfin, tu vois, il y a toutes ces questions-là à se poser. C'est pour ça Exactement. que c'est compliqué enfin, c'est facile de faire des raccourcis, mais bon. Mais tu vois, je vais te dire, souvent on va aborder la politique du pire, tu vois, en parlant de ça, tu vois, quand tu dis Mm, par exemple le bœuf, est-ce qu'il a grandi dans les prés ou dans un enclos resserré où il n'y a pas d'herbe? Si on regarde le concret, mm, souvent on va parler de ça parce qu'en fait on voit beaucoup d'études sortir, mais beaucoup d'études ne sont pas réalisées en France. Beaucoup d'études sont faites aux mm, États-Unis, en Chine ou autres, où justement la qualité, le bétail n'est pas le même. Moi, c'est pas parce que je suis fier d'être français que je vais défendre absolument l'élevage français, mais quand tu regardes, je veux dire, quand tu voyages en France, tu prends le train, tu prends la voiture, tu vas te balader, la plupart des vaches à viande en France, je vais te dire, je pense que 90% des vaches, enfin du bœuf de consommation français grandit dans ces pâturages. mm, Alors certes, pas toute l'année, puisque bien évidemment, l'hiver, les vaches sont rentrées dans les étables. Et c'est là qu'elles sont nourries en général avec le foin des exploitations, donc le foin, je le rappelle, parce qu'il y en a beaucoup qui savent pas ce que c'est que le foin, hein. C'est de l'herbe qu'on a laissé pousser, qu'on a laissé monter et qu'on a coupé, fait sécher et mis en ballot et dont on nourrit les vaches ou d'autres animaux l'hiver. Mais évidemment, comme il faut engraisser certains animaux, le processus industriel fait qu'on va nourrir également les vaches, mais pas toutes les exploitations, avec du maïs, des produits céréaliers,
ou du soja OGM d'Amérique du Sud. Voilà, le problème est là au final, tu vois. Ouais, bien sûr. Et surtout, en fait, pendant cette partie hivernale, qu'on va donner ça aux vaches pour les engraisser. Ou, pour vraiment les engraisser, il y a aussi des agriculteurs qui vont à la fois faire sortir leurs vaches en journée dans les prés. Le soir, il est de coutume de les rentrer à l'étable. Et là, ils vont leur donner du grain. Du grain qui, au final, va être très riche en oméga 6 pro-inflammatoire, qui va générer des problèmes, enfin, des effets inflammatoires dans ces animaux, qui vont les faire gonfler, donc gonfler à l'eau au final. Et en fait, ce sont ces facteurs inflammatoires qu'on va retrouver dans la viande et qui pourront potentiellement être néfastes pour nous-mêmes. Mm. C'est pour ça qu'on dit que les animaux d'élevage naturels en pleine pâture, leur viande va être plus riche en oméga 3, parce que l'herbe contiendra naturellement plus d'oméga 3. Tandis que si vous mangez du poulet gavé au grain de maïs, on va vous appeler ça le poulet jaune. C'est vrai, hein, parce que la chair est jaune, parce que c'est lié au colorant lié au maïs. Eh bien, en fait, comme le maïs va contenir un peu plus d'oméga 6, la viande du poulet, là en l'occurrence, sera plus riche en oméga 6. Sachant qu'un poulet, une poule, à la base, ne mange pas de maïs dans son alimentation naturelle. Oui, ça va en manger de manière à l'opportunité, je veux dire, elle passe à côté d'un champ de maïs, il y a du maïs au sol, elle va en manger. Mais la poule, elle mange les brins d'herbe, elle mange Ouais. les insectes. C'est ça qu'elle mange vraiment. Moi, j'ai eu des poules, j'ai des poules dans la ferme chez ma mère. Tu fermes les poules dans un enclos, je peux te dire qu'en très peu de temps, il n'y a plus un brin d'herbe parce qu'elles ont mangé ça. Même si tu leur donnes autre chose à manger, tu leur donnes les restes, les épluchures et autres, ça t'aura dégommé tous les brins d'herbe parce que c'est ce que ça mange en premier. À partir du moment où ça va te donner du grain, du céréal, ça va altérer la qualité de la viande. C'est pour ça Ouais. que nous-mêmes, en mangeant ces animaux, on va potentiellement générer de l'inflammation. C'est pas la viande, comme on rejoint ce qu'on a dit au début, Mm. c'est pas la viande qui est un problème à la base, c'est la qualité de la viande et la qualité de ce que l'animal a consommé qui va influencer sur notre santé, surtout quand Ouais, c'est carrément. répété sur le long terme. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer de tout ça et qu'est-ce qu'on peut inviter à mettre en application? Un, si on mange, là pour le coup, en fruits et légumes, ben, du bio, parce qu'on sait déjà qu'il n'y a pas ou peu de pesticides dessus, Ouais. bio. Une salade, on revient à la salade en sachet. Ben, la salade, quand j'appelle moi les gens à manger proche de leur état naturel, ben, c'est la salade en pomme, tu vois, qui vient d'être coupée. Ça c'est le but, et pas en sachet. Donc toujours proche de leur état naturel, bio. Et pour tout ce qui va être animal, eh ben, si on peut bio, c'est mieux, mais bio, ça ne veut pas toujours. Tu sais, ça peut dire on a nourri les poules avec du maïs bio, et au final, on retrouve tout de même des Mm. oméga 6 dans le maïs, qu'ils soient bio ou pas. Tu vois? Donc, manger des animaux sauvages, poissons en premier, des œufs de poules qui ont, alors si possible, bio, nourris à l'herbe, voilà, parce qu'il y aura plus d'oméga 3 dedans, et aux graines de lin, nourris aux graines de lin, Mm. donc enrichis en oméga 3. Ça, c'est le label bleu blanc cœur, hein. Les Voilà, poules label bleu bleu blanc blanc cœur. cœur. Ils ont un label. Alors, il y a le label bleu blanc cœur, naturel, enfin normal, et bio aussi. Tu as le bleu blanc cœur, bio. Ça pousse un peu le truc un peu plus Ouais, loin. bien sûr. Voilà. Faut expliquer peut-être enfin, ce que ça engendre justement ce label bleu blanc cœur. Ouais. Le label bleu blanc cœur, c'est-à-dire que c'est un label qui montre enfin, qui va tendre vers la teneur en oméga 3 Mm. des animaux qui portent ce label. Donc, il y a des œufs bleu blanc cœur, il y a de la viande bleu blanc cœur. Moi, j'achète les foies de volaille que j'achète, c'est le label bleu blanc cœur. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que les animaux vont manger de manière plus naturelle des aliments plus riches en oméga 3. Donc, elles Mm. auront plus tendance à être dans les pâturages, donc à manger de l'herbe. Et en plus, il y aura une adjonction de graines de lin dans l'alimentation des animaux. La particularité des graines de lin, alors on parle souvent des graines de lin
qui sont riches en oméga 3. Oui, c'est vrai, elles sont riches en oméga 3. Les humains, nous avons un... On aurait, alors je ne suis pas dans le corps à dire, mais scientifiquement, des études montrent qu'on aurait une mauvaise capacité à extraire les oméga 3 des graines de lin, Mm. qui sont des oméga 3 végétaux, comparé à l'extraction des oméga 3 animaux, qu'on trouve dans le poisson gras, dans la sardine. À titre de comparaison, nous, êtres humains, on arriverait à extraire les oméga 3 animaux, donc dans la sardine par exemple, à la hauteur de 30% de la teneur de ce qu'il y a vraiment dans le poisson, mais dans les graines de lin et dans tout ce qui est oméga 3 végétaux, à la hauteur de 5 à 7%. Voilà. Donc en fait, il y a une grosse différence. Mm. Il y a une grosse différence. Sachant qu'on ne peut pas manger non plus des kilos de graines de lin pour équilibrer avec, le poisson. La particularité, c'est que les animaux, en consommant les graines de lin, vont accumuler ces oméga 3 dans leur chair. Et donc, comme nous, on va consommer l'animal, on pourra absorber à la hauteur de 30% ces oméga 3. Ouais. Donc, en fait, en consommant les animaux qui ont consommé, les animaux ou les œufs, par exemple, des animaux qui ont consommé des graines de lin, on va pouvoir extraire 30% de ces apports en oméga 3 que si on avait consommé des graines de lin ou des fois on te dit des graines de chia aussi, des oméga 3, on aurait eu très peu de résultats au final. Ouais, bah oui. Et c'est sûr que si on arrivait à bien digérer les graines, on serait des granivores, qu'on aurait on aurait un gésier, on aurait le matériel nécessaire pour broyer les graines, ce qui n'est pas le cas. Mais c'est vrai que le rendement de notre corps à transformer justement ces précurseurs d'oméga 3 en oméga 3 utilisables est vraiment faible, hein, pour les végétaux. Qui plus est, il faut avoir un foie en très bonne santé. Il faut pouvoir digérer correctement les graisses. Enfin, il y a tout le côté encore là de est-ce que je digère bien? Est-ce que j'arrive à assimiler? Parce que ingérer n'est pas la même chose qu'assimiler. Enfin, je me rappelle, moi, j'avais commencé à faire la muscu, tu vois, à l'époque. J'avais quoi? J'avais 20 ans, donc c'était il y a 10 12 ans. Et en fait, dans ma tête, je mangeais le poulet, le blanc de poulet, ça allait direct dans les muscles, tu vois. Dans ma tête, c'était je mangeais 150 grammes de riz, ça allait direct dans les muscles. Alors que pas du tout, en fait. Il faut déjà avoir la capacité d'assimiler. Et une fois que tu as cette capacité d'assimiler là, eh ben, tu peux y aller. C'est pour ça que enfin, ça me fait rigoler la course, enfin, la course à la protéine, tu vois, ouais, il faut manger le plus de protéines possible. Ok, mais si tu assimiles 25% seulement de ce que tu manges, enfin, essaye déjà d'optimiser ton assimilation, et puis après, tu pourras parler de quantité. Je te rejoins complètement là-dessus, mais je vais parler différemment. Toi, quand moi j'accompagne les personnes, souvent, tu vois, les gars qui font du sport, qui veulent prendre de la masse ou même sécher. Oui, ben souvent, moi je constate que les gens ne mangent pas assez de protéines, donc je vais leur demander de manger déjà un peu plus de protéines. Mais bien évidemment, en tant que naturopathe, tu sais bien, on prend en compte la personne dans sa globalité, donc on parle du système digestif. Hmm. Et donc forcément, on se rend compte si, il y a des troubles ou pas qui vont nous laisser penser qu'il y aurait des problèmes d'assimilation. Mais même s'il y a des troubles de l'assimilation, alors on va travailler bien sûr sur le fond pour que ça fonctionne mieux, hein. Ça, c'est la base. Mais des fois, il y a besoin, parce qu'on sait qu'on n'assimile pas, il y a besoin peut-être des fois de consommer plus pour qu'il y ait tout de même une assimilation minimum, Hmm. qui sans elle, on pourrait pas améliorer les choses. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr, ouais. C'est la béquille. Ouais, Enfin, c'est ça, c'est momentané, quoi. Non, mais c'est je te ça. rejoins, ouais. Ouais. Hmm. Mais voilà, souvent, ouais, augmenter les protéines, souvent, on se rend compte. Ça, c'est un truc de fou. On pourra en reparler peut-être aussi la prochaine fois, Hmm. je pense. D'ailleurs, dites-nous si vous pensez que vous mangez assez de protéines par jour, si vous savez déjà quantifier votre consommation protéique quotidienne, dites-le en commentaire. C'est hyper Nico? important. Ouais, Vas-y, hyper vas-y, vas-y. important, hyper important. Nico, je voudrais qu'on termine avec un petit question-réponse. Hmm. Je vais demander sur Instagram si vous aviez quelques questions à nous poser.
Est-ce que tu en as reçu, toi? Ouais, il y a Sébastien, bah justement Sébastien d'Inaltera, l'expert du earthing, de la mise à la Terre, de la connexion à la Terre, qui m'a posé une question par rapport merde, à son, sa passion, à son boulot, quoi. Enfin, à Ouais. sa, T'as un petit problème pour bref, trouver tes mots, là? à son domaine, voilà, exactement. Par rapport à son domaine, il a demandé si les Jiu-Jitsu s'ils s'entraînaient pieds nus en extérieur. C'est quoi ton rapport à la mise à la terre, toi? Enfin, toi, je sais que t'es tout le Ah, temps pieds nus. alors, là, on va parler mon cas individuel. Moi, je suis tout le temps pieds nus. Dès que je peux, je suis dans mon gazon. Je mange même des fois quand je suis tout seul, je mange avec mon assiette pieds nus dans le gazon. Voilà. Mais après, si on prend le contexte Jiu-Jiteros, que font les Jiu-Jiteros? Ils s'entraînent au Jiu-Jitsu brésilien. S'ils font une autre activité physique, souvent, ils vont faire de la préparation physique. Pour les deux choses, on sait que c'est souvent en salle. En Hmm. salle et fermée. Donc voilà, ça c'est les choses qu'il faut retirer. Après, le reste va dépendre vraiment des individus, tu vois, en fonction du lieu géographique où ils vivent. Euh, c'est vrai que j'ai des gars que j'accompagne qui sont dans le sud-ouest, qui vont faire du surf. Et ben eux, au niveau connexion à la terre, tu vois, même l'hiver, ils sont les pieds dans le sable, ils sont dans l'eau, donc là ça va, tu vois. Mais après, si on regarde le reste du temps, que font les gens? Ils sont chez eux, ils mettent les charentaises ou ils sont tout de suite en chaussures, bombardés dans leurs immeubles ou dans le truc avec le Wi-Fi et autres. Ils sont dans la bagnole, déconnectés du sol, ils ont les chaussures, ils sont dans les bureaux, ils sortent, ils vont au gymnase ou à la salle de sport. Et donc, niveau mise à la terre, on n'est pas loin du zéro. Moi, quand je parle Hmm. avec les gens que j'accompagne, déjà, quand je pose la question combien de temps tu passes en moyenne à l'extérieur, donc vraiment dehors chaque jour, il y en a, ils me disent c'est 30 minutes et c'est 30 minutes en chaussures, c'est 30 minutes cumulées entre je sors du bureau, je vais à la bagnole et je sors de la bagnole, je vais m'entraîner et toi, ce genre d'aller-retour. Hmm. Donc, dire je vais en Corette à pieds nus dans l'herbe, nada, quoi. Donc, Sébastien, tu peux te dire pas grand-chose. Pas grand-chose. J'aimerais inviter les gens aussi enfin, tu sais, à se poser la question justement parce que, enfin, la mise à la terre, c'est quand même assez incroyable, hein. Enfin, on est fait pour ça déjà de un. Et on se dit souvent, ouais, ces trucs de hippie, tu sais, connexion à la terre, à la Pachamama, à Gaïa. Mais en fait, il y a un engouement d'études scientifiques, et notamment Sébastien participe à une étude scientifique avec des athlètes de haut niveau, là, qui vont participer aux Jeux Olympiques, là. Et c'est vrai que Sébastien, j'aime beaucoup parce que il mesure tout ce qu'il dit, on peut le regarder par ses mesures. Et il y a un truc tout con. À la base, les médecins du Tour de France, déjà en 2004, je crois, ça a commencé en 2004, enfin, c'est vachement ancien, ils mettaient les coureurs cyclistes à la terre pour accélérer le processus de cicatrisation. Donc, c'est pas un truc de hippie, quoi. Alors, bien sûr, après, il y a toute la symbolique, on peut en parler, on peut apprécier ou pas du tout, tu vois, mais il y a des effets biologiques concrets de la mise à la terre. Ça diminue l'inflammation, ça améliore le sommeil, ça améliore la récupération, ça va venir fluidifier le sang, donc ça va permettre un meilleur échange euh, des nutriments avec les cellules, etc. Enfin, il y a plein d'avantages à la mise à la terre. Donc j'invite les gens à aller regarder le, ce que propose Sébastien. Ben, Ou même, Seb, tout bête, on de mettra le lien en regarder dessous. le documentaire, ouais, le documentaire de, merde, j'ai oublié le prénom, de Clint Aubert. C'est celui-là qui a popularisé la mise à la terre, qui d'ailleurs va être interviewé par Sébastien d'ici 2 semaines. Il part à Los Angeles. Ah ouais, Ouais. Mais je t'enverrai le documentaire parce qu'il est assez frappant. ouais. Mais je crois que j'ai déjà regardé, j'ai déjà regardé. Est-ce que tu as reçu d'autres questions, Nico? Non. Non? Moi, j'ai reçu une question sur Instagram de tel mot. Alors là, c'est
le pseudo sur Insta, savoir si je consommais de la créatine ou de la whey isolate. Whey isolate. Alors, tu vois, on voit peut-être là juste au-dessus, là. Là, il y a mes trucs de complément. Alors Tu te dopes? je me dope. Là, ici, là, juste au-dessus de mon index, pour ceux qui voient la vidéo, c'est un pot de créatine. Alors oui, je prends de la créatine. Créatine que j'ai déjà fait une vidéo dessus sur ma chaîne YouTube, hein, il suffit de chercher. Créatine Purple Bell Kitchen. Oui, j'en prends, je vais vous dire, quotidiennement entre 1 gramme et 5 grammes. Euh, et ça, depuis quelques années. Enfin, je vais dire que j'en ai pris pas mal sur toutes les années précédentes. Pourquoi j'en prends? Bah déjà, à la base, moi, je rappelle, hein, j'ai 42 ans, j'ai commencé à prendre des compléments, j'avais 22 ans, donc il y a 20 ans. Et c'était plus parce que ben, les copains, quand j'avais débuté la musculation à l'époque, les copains m'avaient dit, ouais, il faut que tu prennes des compléments. J'ai dit, ah bon, d'accord. Avant de m'intéresser à l'alimentation, tu vois. Donc, j'ai commencé à l'envers. J'ai commencé par les compléments avant de commencer par la bouffe. Et donc, ben, petit à petit, je suis venu en lisant des choses à la créatine. La créatine, bon, voilà, c'est un des compléments alimentaires les plus étudiés, je Mm. pense, au monde. Donc, voilà, il suffit de faire vos recherches d'un point de vue sécurité d'utilisation, d'un point de vue vraiment utilité. L'impact que ça a sur le corps, c'est un des compléments qui seraient les plus efficaces, sachant qu'il y a toujours, apparemment, selon les études, il y aurait 20% de personnes non répondantes, c'est-à-dire qui n'auraient vraiment aucun effet euh, bénéfique, ni bénéfique ni néfaste, lié à la prise de créatine. Donc voilà, on peut dire que la créatine, ça peut avoir déjà des effets sur la récupération, sur l'explosivité. Les dernières études montrent aussi que ça a un impact sur la santé cardiaque, la santé cognitive. D'ailleurs, apparemment, les dernières études montrent qu'ils font des essais sur... c'est même pas des essais, les études sont sorties, donc ils ont déjà fait les essais sur les seniors, et les seniors, donc plus de 70 ans et que grâce à la créatine, il y avait un meilleur fonctionnement cognitif. Donc, on parle peut-être potentiellement de prévention sur le déclin cognitif. Donc voilà pourquoi je le prends, hein. C'est à la fois pour le côté performance, performance physique, performance mentale, santé de long terme. Donc j'en prends entre 1 à 5 grammes par jour à n'importe quel moment de la journée. C'est pas quelque chose qui va m'empêcher de dormir ou quoi que ce soit. Voilà. Donc oui, je prends de la créatine. La whey isolate, donc pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est de l'isolat de whey. Qu'est-ce que c'est que la whey? C'est de la protéine issue du petit lait de la vache. Euh, donc il y a le lait de vache qui sort. Il y a deux protéines principales. Il y a la caséine et le petit lait qu'on appelle aussi lactosérum. Et en anglais, on appelle ça whey. Il y a différents types de whey et je pense que le plus ultra filtré, ça va être isolat de whey. Parce qu'on a isolé le lactosérum de cette extraction entre la caséine et le lactosérum. Est-ce que j'en consomme? Non, je n'en consomme pas, mais je pourrais en consommer. Mais je pourrais en consommer. Euh, Si je n'en consomme pas, c'est pas parce que je prends pas des protéines de lait de vache ou quoi que ce soit. C'est juste parce que moi, j'ai trouvé des protéines qui me conviennent au niveau digestif, et ça, c'est le plus important. Les protéines que j'utilise, c'est des protéines végétales. Voilà. Donc, je vais faire de la pub directement. Donc, je prends de la whey, pas de la whey, de la protéine végétale de chez Superphysique, de chez mon copain Rudy Koya. C'est la protéine végétale bio, voilà, avec des ingrédients bio dedans. C'est fait à base de protéines de riz, protéines de pois et protéines de graines de courge. Voilà. Et il y a pas, je ne suis pas sponsorisé par Superphysique. Et je prends aussi de la protéine végétale de chez Others Nutrition. Donc, je mettrai les liens pour les deux en dessous, hein. Et chez Others Nutrition, euh, la protéine n'est pas bio parce que dedans, il y a des choses qui ne peuvent pas être certifiées bio parce qu'il y a de la spiruline dedans. Et la spiruline qu'ils ont, elle n'est pas certifiée bio. Voilà. Et voilà.
J'ai un code chez Others, Purple Belt en majuscule, mais je vous mettrai tout ça en lien. Donc voilà, je prends des protéines végétales principalement. Donc oui, je prends de la protéine végétale et je prends de la créatine également. Toi, tu en prends, toi, Nico? La créatine, je suis pas. J'ai un peu de créatine, mais je suis pas régulier en fait sur la prise de compléments, donc si est-ce que je vois les effets ou pas, je sais pas. Donc et puis la protéine, j'ai pareil, j'ai encore de la protéine de chez Others, protéine végétale, mais j'en prends ponctuellement quand j'ai pas le repas, j'ai pas un repas quand il faut que ça aille vite, un truc facile à faire quoi. Ouais, ben c'est ça, ouais, tu dis en termes de complément. Alors, Mm. déjà, voilà, je suis naturopathe à la base, conseiller en nutrition, tout doit venir de l'alimentation en premier. Mais comme on l'a dit précédemment, vous avez compris que plus ça va, moins on a de nutriments dans ce qu'on mange. Et si comme Nico ou moi, même des fois, on a un rythme un peu effréné, ben, t'as pas j'aime pas dire t'as pas le temps, mais Non, faut que ça aille vite. voilà, faut que ça aille vite. T'as un truc Ben, plus important à faire juste après, donc voilà. Au lieu de voilà. te faire ton repas, ou bien tu vas te faire tes légumes et autres, et au lieu de te faire cuire un steak parce que tu n'as pas de steak ou ça allait prendre trop de temps, bah, tu te fais un shaker de prot avec pour avoir tes apports protéiques. Ou en fonction de tes objectifs, si tu sais que tu veux augmenter tes apports protéiques ou tout simplement les atteindre, eh ben, avoir un complément protéiné en poudre. Mm. C'est toujours plus sympa de faire un shaker de prot quand tu es à 4 heures au boulot que de t'ouvrir une boîte de thon, quoi, tu vois. Ça dérangera moins tes collègues et tu te feras moins de la gueule. Ça, c'est clair. Ensuite, au niveau de la créatine, il ne faut pas oublier qu'on a de la créatine quand on consomme de la viande et particulièrement de la viande rouge. Mais en fait, il faudrait consommer, je crois, 500 grammes de viande rouge pour avoir 1 gramme de créatine. Donc, la viande rouge, ben, ça reste relativement cher tout de même, bien évidemment. C'est à prendre en compte. Et on ne peut pas manger 4 kilos de steak tous les jours pour avoir les apports qu'on voudrait avoir. Voilà, donc food first, et donc alimentation en premier, et les compléments pour compléter en fonction de nos objectifs. Voilà. Quelque chose à rajouter, Nico? Non, bah, on va résumer vite fait l'épisode là entier. L'importance du mindset et quelle est l'importance, qu'est-ce qui est important dans votre vie. Euh, Peut-être qu'à chaque fois que vous vous engagez dans une activité ou que vous avez des objectifs à mettre en place, demandez-vous pourquoi et à quoi le succès ressemble. Euh, voilà, je trouve que c'est le plus important. Et puis peut-être trouver des moments de silence pour réfléchir à votre vie et à ce que vous voulez en faire. Est-ce que la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui vous convient? Comment est-ce que vous pouvez implémenter de nouvelles choses pour améliorer? Si elle vous convient, bah, c'est génial, vous êtes sur la bonne voie, continuez comme ça. Si ça vous convient pas, bah, c'est bien aussi de s'en rendre compte et vous poser la question, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, quoi, pour aller vers justement une vie qui vous convient. Vous prenez pas la tête à savoir pourquoi et qu'est-ce que vous avez fait comme choix, parce que vous pouvez faire ça toute une vie, hein. Il y a des gens, ils sont en psychothérapie depuis 40 ans et ça a toujours pas avancé. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer ça? Les feed forward. C'est le Jiu-Jitsu qui m'a appris ça, falling forward. Ouais. Tomber en avant. Voilà, et puis sinon, mettez votre alimentation et les conseils naturopathiques au service de quelque chose qui compte pour vous. Ce sera beaucoup plus facile à mettre en place et vous les tiendrez très facilement, hein. Il y a Pierre qui dit tout le temps, rien n'est coûteux pour l'évident. Donc à partir du moment où c'est évident pour vous et que vous voulez aller dans ce sens-là, vous ferez tout ce qu'il faut faire et ce sera facile. Voilà, grosso merdo, ce que j'avais envie de dire. Belle conclusion, Nico. Belle conclusion. À vous tous, si vous avez besoin d'un suivi en nutrition pour la santé, pour la performance, perte de poids, prise de muscle, sachez que Nico et moi, on est là pour vous. Si vous êtes intéressé, laissez-nous un commentaire ou envoyez-nous un message sur les réseaux sociaux pour échanger là-dessus, pour voir si on peut vous aider. On est là à votre disposition.
N'oubliez pas de liker cette vidéo, ça nous aide beaucoup, de commenter, de partager, d'en parler autour de vous, partager le lien, c'est vraiment important pour nous, pour les algorithmes pour YouTube, mais aussi si vous pensez que ça vous a apporté quelque chose, ça apportera quelque chose certainement à votre entourage. Donc ça n'a pas de prix, le partage. On vous remercie vraiment à toutes et à tous de nous avoir suivis jusque-là, et puis on vous dit à la prochaine. Allez, ciao!